Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de notre podcast Équité en santé. C'est avec beaucoup de plaisir que j'introduis le professeur Joachim Marty. Le professeur Marty est responsable du secteur économie de la santé dans le cadre du département épidémiologie et système de santé à Unisanté. Il s'agit d'un économiste de la santé qui s'est notamment formé dans de prestigieuses universités anglo-saxonnes, en particulier en Grande-Bretagne, mais aussi à Yale, aux États-Unis. Joachim va nous montrer un angle différent auquel nous ne sommes pas toujours habitués, qui est celui de l'économiste de la santé dans le cadre de cette pandémie et les risques d'inéquité qui s'y associent. Un grand merci Joachim de ta présence aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous. Cette crise sanitaire est aussi une crise économique et sociale qui malheureusement touche de manière disproportionnée les groupes les plus vulnérables de notre population et qui creuse les inégalités de revenus et qui est en train actuellement de creuser les inégalités de revenus. Et dans cette présentation, je vais vous expliquer les effets économiques de cette crise, de quelle mesure elle touche les groupes les plus vulnérables de la population, et j'aimerais aussi remettre en question un réflexe qu'on a d'opposer économie et santé lorsqu'on considère la mise en place de mesures sanitaires. Je vais casser le suspense tout de suite. Prendre des mesures sanitaires fortes peut aussi aider à sauvegarder l'économie. Alors, une première manière de réaliser l'impact brutal qu'a cette pandémie sur l'économie, c'est de s'intéresser à certains indicateurs ou certaines mesures de l'activité économique. On peut penser au produit intérieur brut, par exemple, où on observe une forte chute dans les 2 premiers trimestres de 2020 du produit intérieur brut, de près de 8% par rapport à l'année dernière pour le 2e trimestre. On est clairement dans ce qu'on appelle une récession. On peut aussi s'intéresser à des indicateurs qui essayent de prédire le futur. Donc ce qu'on remarque, c'est que cette activité économique reprend légèrement, rebondit légèrement, on y revient plus tard, mais c'est seulement des signes, ce sont des prédictions, il n'y a rien de certain, surtout qu'on fait face à une 2e vague actuellement. Une deuxième observation, c'est de s'intéresser à la manière dans laquelle cette crise touche différemment différents secteurs. Vous pouvez vous intéresser à la valeur ajoutée, par exemple, de certains secteurs, c'est-à-dire la production, la valeur de la production économique dans certains secteurs. Et on remarque, par exemple, que dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, le choc économique a été particulièrement fort et marqué. Une troisième chose qu'il faut bien réaliser, c'est que notre économie est extrêmement mondialisée. Elle est très intégrée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas uniquement se reposer sur son bon fonctionnement au niveau national, mais on doit prendre en compte aussi le fait que notre activité économique en Suisse dépend de la santé de l'économie à l'étranger, en particulier par rapport aux exportations. Et c'est ce qu'on remarque aussi, certains secteurs d'exportation ont été largement touchés. Par exemple, l'industrie de précision, l'horlogerie, contrairement par exemple à la pharmaceutique qui se porte à merveille. Une manière aussi de comprendre cet impact économique, c'est de regarder l'impact que cette crise a eu sur l'emploi par secteur. Alors là, c'est des chiffres du secrétariat d'État à l'économie qui montrent l'évolution du chômage dans les différents secteurs en Suisse entre 2019 et 2020. Et puis on a un très fort effet, par exemple, de nouveau, dans l'hôtellerie et la restauration en particulier. Dans d'autres pays, on s'est aussi intéressé à l'impact sur l'emploi par secteur, au Canada par exemple, où on a mis en relation le risque d'exposition au virus par activité professionnelle et le choc de la pandémie sur l'emploi. On remarque à nouveau ici qu'effectivement l'hôtellerie et la restauration a été particulièrement touchées, le commerce de détail, mais aussi l'industrie de la construction, l'industrie manufacturière. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a une certaine relation entre risque d'exposition au virus et choc économique sur l'emploi. On remarque aussi que pour le domaine de la santé, on a une forte exposition moyenne des soignantes et des soignants au virus. Et puis, tout à gauche ici, vous avez une indication que le secteur finance et assurance a été relativement peu touché en termes relatifs, puisqu'on a des gains d'emploi dans ce secteur-là. Une autre manière d'appréhender ce problème, c'est de s'intéresser à ce qui se passe par secteur, entre les hommes et les femmes par exemple. Ici, c'est une étude norvégienne qui a fait le lien de nouveau entre la proximité dans le cadre du travail et puis la probabilité de perdre son emploi. Et on remarque qu'il y a une relation très forte entre ces deux facteurs.
et que, par exemple, les activités touchées diffèrent entre les hommes et les femmes, avec le secteur de la restauration, par exemple, chez les hommes d'un côté, et puis les coiffeuses, les salons de coiffure qui ont dû fermer pour le côté d'exposition particulière et la proximité qu'on a avec les clients. Ensuite, une autre manière de réfléchir à la question, c'est de s'intéresser à la perte d'emploi et à la possibilité de faire du télétravail. Et ce qu'on remarque, là, il y a une étude très intéressante qui a été conduite aux États-Unis, en Angleterre et en Allemagne, qui fait le lien entre la probabilité de perdre son emploi et la proportion des tâches que l'on peut effectuer depuis le domicile. Et là, de nouveau, on a une relation très forte. Plus vous pouvez effectuer de tâches à domicile, moins vous avez de probabilité de perdre votre emploi. L'effet est moins marqué pour l'Allemagne, puisqu'il y a une protection du travailleur qui est plus forte en Allemagne qu'au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et puis, on remarque également que la possibilité de télétravail, et donc la proportion des tâches qu'on peut effectuer depuis la maison, est fortement liée au niveau d'éducation. Donc, plus vous avez dans une industrie ou dans un secteur d'activité une proportion importante de diplômés universitaires, par exemple, plus la proportion des tâches qui peuvent être effectuées à la maison est importante. Donc ça creuse aussi les inégalités de ce point de vue-là. Quelques chiffres pour la Suisse. Donc là, je vous présente quelques analyses préliminaires d'une étude de séroprévalence qui a été conduite dans le canton de Vaud. Puis on remarque 3 choses ici. Vous avez 3 graphiques qui montrent en fait différentes mesures pour 3 groupes socio-professionnels. Et puis l'enseignement ici, c'est que d'une part, les groupes socio-professionnels aux qualifications les moins élevées ont été plus touchés en termes d'infection à l'épidémie. D'autre part, les groupes socio-professionnels à qualification plus élevée ont eu, dans de fortes proportions, plus la possibilité de faire du télétravail dans leur activité, donc ont été moins exposés au virus. Et puis un troisième élément, c'est qu'on peut aussi regarder, par exemple, les facteurs de risque pour les formes graves de la maladie, par exemple l'obésité, qui est bien plus présente dans les groupes socio-professionnels au niveau d'éducation les plus bas. Est-ce qu'on est là dans une double peine où on a d'une part une exposition plus forte au virus et des risques supplémentaires de développer des formes graves. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer après en termes économiques? On parle de reprise. Et puis, il y a différentes manières de schématiquement représenter les reprises économiques. On utilise des lettres ici, ce n'est pas un test pour la vue. Et il y a plusieurs lettres qui sont utilisées pour essayer de caractériser la dynamique de la reprise économique. La première, c'est la reprise en V. Donc c'est une reprise très forte, une chute forte de l'activité économique et un rebond très marqué. C'est le scénario le plus optimiste. La seconde, c'est une reprise en U, donc une chute de l'économie, qui va prendre du temps à redémarrer et qui va redémarrer très fort, mais plus tard. Et puis le troisième type de dynamique, c'est la reprise en L, qui est en fait une chute marquée et puis une reprise très très lente qui a été observée dans certains cas par le passé. Mais je pense qu'on est plutôt aujourd'hui dans ce qu'on va appeler une reprise en K, c'est-à-dire qu'effectivement pour certains secteurs ou certaines parties de la population, la reprise économique va être très marquée, positive, alors que pour d'autres, elle est beaucoup plus lente. On peut parler de reprise en K, il y a plusieurs indices qui nous permettent de dire ça. Premièrement, il y a une étude qui a essayé de mesurer l'impact sur les inégalités des précédentes pandémies. Donc on ne parle pas ici de la pandémie de Covid, mais les autres pandémies ont déjà, même si elles étaient de moindre ampleur, renforcé les inégalités de revenus dans la société. Ça, c'est un effet qui est mesuré de manière très claire. On a aussi maintenant, dans la pandémie actuelle, des indices qui nous montrent qu'on est effectivement dans une reprise en K, avec une reprise de l'emploi, une perte d'emploi plus marquée, par exemple, chez les Afro-Américains aux États-Unis que dans la population blanche, et une reprise du taux d'emploi beaucoup plus lente dans les populations afro-américaines que dans la population blanche. Donc on est dans cette idée d'une reprise en K. Évidemment, on peut caricaturer un petit peu l'impact de cette pandémie. On a d'un côté des gagnants. Par exemple, vous avez ici un des dirigeants de Pfizer qui a vendu ses actions juste après l'annonce d'une efficacité du vaccin. Vous avez aussi un commentaire qui montre que par la faiblesse de certaines entreprises, le niveau de dette qui augmente pour ces entreprises-là, des entreprises de private equity auront plus de facilité à racheter ces entreprises, donc pourront en faire du bénéfice en réorganisant l'activité de ces entreprises. Ça, il y a un côté
éthique qui est un petit peu particulier ici derrière. Donc on a des gagnants quand même dans cette pandémie, mais surtout on a des perdants, on l'a vu aussi dans un autre podcast par rapport aux populations vulnérables. Ici je vous donne 2 informations par rapport au canton de Genève. Vous avez sur la gauche une forte croissance des demandes auprès des services sociaux, de l'hospice général dans différents quartiers. Et puis évidemment, cette détresse alimentaire chez certaines parties les plus vulnérables de la population, avec le recours obligatoire à de l'aide alimentaire d'urgence. Ensuite, le dernier point que je voulais traiter, c'est cette tendance qu'on a à opposer économie et santé. Quand on prend une mesure sanitaire, on se demande, d'une part, quel va être son impact économique. Souvent, on fait un arbitrage, où on a l'impression que les décideurs ou les médias font un arbitrage entre mesures sanitaires fortes et santé. Si on prend des mesures sanitaires fortes, cela va être au détriment de l'économie. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Et on peut, d'une part, réfléchir à cette problématique en regardant le passé à nouveau. Donc là, on a le cas de la grippe espagnole en 1918 aux États-Unis. Très brièvement, une très belle étude là, qui est très bien faite, avec des chiffres qui sont bien utilisés, qui montre que les villes qui ont pris les mesures les plus drastiques et les plus immédiates pour faire face à la pandémie ont eu un rebond économique beaucoup plus fort. Ça, c'est un premier enseignement. Ça ne veut pas dire que ça va se transposer forcément chez nous, mais on peut en tirer certaines leçons. Ensuite, vous avez toute une série d'économistes qui se sont prononcés aussi sur cette crise sanitaire. Vous aviez les 2 prix Nobel d'économie, Banerjee et Duflo, qui ont dit qu'il fallait un confinement fort en France, par exemple. Et puis là, il y a l'exemple très récent d'une lettre ouverte qui a été adressée au gouvernement fédéral par une 60aine d'économistes, moi y compris, qui essayent de vraiment d'expliquer qu'il ne faut pas opposer mesures sanitaires et économie, et que dans l'idéal, il faudrait prendre des mesures un peu plus fortes toujours en accompagnant ces mesures par des mesures de soutien à l'économie fiscale, c'est-à-dire à travers l'impôt, beaucoup plus fortes. Et puis en fait, le vrai choix qu'on a à faire, ce n'est pas entre la santé et l'économie, mais c'est entre 2 situations un peu caricaturales ici, qui est d'une part une grande récession avec des hôpitaux surchargés et puis beaucoup de morts supplémentaires, et d'autre part une grande récession aussi, avec moins de morts, et puis un système de santé qui fonctionne encore assez bien. Et c'est plutôt là qu'est le choix, en fait. Maintenant, comment on réagit en Suisse ? Là, vous avez un indice qui montre l'intensité des mesures prises en Suisse par rapport à d'autres pays. C'est un indice créé par l'université d'Oxford, avec, dans la première partie, dans la première vague, une réaction relativement forte, bien qu'un peu tardive, de la Suisse, avec des mesures de semi-confinement, comme vous les connaissez. Mais après, un certain relâchement assez rapide, plus rapide qu'ailleurs, des mesures. Et puis, on le voit, on est actuellement, au mois de novembre, on a un indice qui est plus faible que beaucoup de pays, y compris les États-Unis. Donc, on a réagi peu fortement, en termes sanitaires, à cette deuxième vague. Et un des arguments de certains décideurs, c'est que c'est trop cher pour nous. Haben Geld nicht für zweiten Lockdown. Ça, c'était un mot de Uli Maurer. Et bon, on peut discuter longuement là-dessus, mais on peut simplement prendre un indicateur tout simple, le ratio entre la dette du pays, la dette publique, et le produit intérieur brut, qui en fait reflète la qualité de l'économie, enfin la santé de l'économie, si vous voulez. Et ce ratio-là est de 41% en Suisse. Donc la dette publique représente que 41% du PIB en Suisse, alors qu'il représente près de 100% du PIB en France, 60% en Allemagne, 135% en Italie, et même en Autriche, un pays comparable, 70%. On peut se poser la question, est-ce vraiment trop cher pour la Suisse ? Et pour conclure, j'aimerais simplement mettre en avant cet article, c'est un éditorial en fait du Lancet Planetary Health, qui dit que l'épidémie de Covid-19 doit être un wake-up call, donc ça doit nous faire réaliser que notre économie est beaucoup moins robuste au choc que nous le pensions, en particulier pour les groupes les plus vulnérables de la population, qu'on doit penser à une autre manière de considérer l'économie, pas forcément se lancer dans un stimuli économique à l'ancienne avec les grosses industries, et que si on veut tirer quand même du positif de cette économie, il faut qu'on arrive à en prendre les enseignements et puis à prendre des décisions au niveau sanitaire et au niveau économique nouvelles, innovantes. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.
Merci beaucoup Joachim pour cette intervention vraiment très importante dans le cadre pandémique. Tu nous as parlé de, bien sûr, une crise sanitaire, mais également une crise socio-économique. Et tu as commencé ta présentation en nous disant, dans le fond, prendre des mesures sanitaires fortes peut aussi favoriser l'économie. Ce qui est quand même peut-être un peu paradoxal par rapport à ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, sauf ce matin, puisqu'à la radio suisse romande, il était fait mention effectivement de cette lettre à adresser à la Confédération et à laquelle tu as participé. Ma question c'est, prendre des mesures sanitaires fortes, est-ce que ça peut également favoriser l'économie pour les personnes qui sont le plus en marge de la société, pour les personnes qui sont les plus en situation de vulnérabilité? Alors oui, merci pour ta question, Patrick. Je pense qu'il y a déjà une erreur qu'on fait, c'est de penser trop à court terme. Donc cette opposition économie et santé, elle se fait avec des décisions prises à court terme. Si on regarde sur le long terme, le rebond va être plus fort probablement si on prend des mesures qui sont un peu plus marquées. Puis pour répondre à la question des populations vulnérables, ça va bien entendu dépendre du type de mesures qu'on prend. Est-ce qu'on prend suffisamment de mesures ciblées sur ces populations-là pour soutenir ces populations? Et puis deuxièmement, eh bien, on a vu, il y a une inéquité multidimensionnelle d'exposition au virus pour les populations vulnérables et puis d'impact sur l'emploi. Donc effectivement, si on prend en main la pandémie d'une manière un petit peu plus forte, eh bien, les effets positifs seront aussi plus marqués envers ces populations vulnérables. Merci beaucoup pour ta réponse très précise. Un autre élément qui a vraiment touché mon attention, qui m'a marqué, est le suivant. Cette semaine, nous avons eu dans le temps un article qui vulgarisait à partir d'études nord-américaines et britanniques le fait que les minorités, au sens en particulier des minorités ethniques, étaient plus à risque d'être infectées et aussi plus à risque d'en souffrir les conséquences. Et la question se posait, qu'en est-il en Suisse ? Et j'ai l'impression que tu as donné une part de réponse en disant que sur la base d'une étude sérologique actuellement menée localement, il y avait effectivement un certain nombre d'indicateurs tels que l'absence ou le peu d'éducation, tels que le fait de ne pas pouvoir faire du télétravail, donc de devoir se rendre sur place et prendre plus de risques, qui ciblent une forme de minorité, peut-être moins ethnique, mais une minorité sociale qui serait, dans le fond, dans le même type de situation. C'est vrai, ça m'a marqué particulièrement, ces différences-là, qu'on les observe aussi en Suisse. Se cachent derrière ces différences d'éducation ou de statut socio-professionnel aussi des différences d'origine, j'imagine. On n'a pas encore les données pour l'établir. Mais effectivement, cette double peine donc de risque d'exposition et de facteurs de risque plus élevés et de risque de perte d'emploi, elle est bien là aussi dans notre pays. Donc tu peux quelque part te dire qu'on pourrait généraliser ces résultats locaux à l'ensemble de la Suisse? Je pense que ce qu'on observe ici dans le canton de Vaud va se généraliser, puisque cette pandémie, vous l'avez vu, entre la première et la deuxième vague, elle est devenue plus générale aussi. Et puis ma troisième et dernière question, c'est un peu moins à l'économiste de la santé, un peu plus aux citoyens, mais comment est-ce que tu vois la suite de cette pandémie? Je sais que ça ne va pas être simple forcément de se positionner en tant que seul citoyen, mais comment est-ce que tu vois les choses sur le moyen long terme? Je suis de nature, je dirais plutôt optimiste, dans le sens où il nous faut un peu de recul. On est dans l'immédiateté, dans l'opinion, la réponse. C'est très difficile de se positionner de manière juste à court terme avec une précision et une complétude de l'information qui est très limitée. Et je pense qu'en prenant du recul là-dessus, en essayant de tirer les bonnes leçons aux bons endroits, on arrivera à mettre en place des politiques, des filets d'accès aux soins et des filets sociaux suffisants pour, dans le futur, faire face à une nouvelle pandémie de ce type. Parce que c'est vraiment ça qu'il faut qu'on assure, c'est de tirer les bonnes leçons de cette pandémie pour éviter que les effets qu'on observe actuellement, de creusement des inégalités, se reproduisent si un événement similaire survient dans le futur. Donc, prendre du temps pour tirer les bonnes leçons, et j'ai confiance en notre système démocratique pour que ça soit fait de manière efficace. Je partage l'avis d'un de mes pré-opinants qui disait que le temps de la pandémie et le temps politique est très différent,
mais ça permet aussi parfois de prendre les bonnes décisions avec toutes les informations nécessaires. Voilà qui est clair. Merci beaucoup Joachim et merci à vous de nous avoir suivis dans cet épisode de notre podcast Équité en santé. On se réjouit beaucoup de vous revoir tout prochainement. À bientôt.